Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur les traversées d'agglomération qui sera présenté par François Gagnon du CCN-PPF. Mon nom est Marianne Jacques, je suis avec Khadija. On sera disponible tout au long du webinaire pour répondre à vos questions, que ce soit sur le contenu ou encore d'ordre technique. Donc, si jamais vous avez des questions ou des problèmes, simplement nous écrire par la boîte de conversation. Donc, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à composer les numéros qui sont présentement à l'écran pour joindre la téléconférence. On vous demanderait de vous mettre en mode discrétion en composant le étoile 6. Si jamais vous assistez au webinaire en compagnie de plusieurs collègues, on vous demanderait de nous en aviser soit via la boîte de chat ou par courriel, de façon à pouvoir vous envoyer les informations pour les crédits de formation et pour l'évaluation. On vous indique que la présentation PowerPoint sera disponible en ligne après le webinaire, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement. Puis, suite au webinaire, on vous envoie un courriel avec le lien vers le formulaire d'évaluation et les instructions pour obtenir vos crédits de formation. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à François Gagnon. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Marianne. Donc, le centre, un petit mot sur le Centre de collaboration nationale en politique, sur la santé publique. Donc, on fait partie au Centre de collaboration d'un réseau de 6 centres à travers le Canada. Chacun est spécialisé dans un thème ou une population particulière. On est financé par l'Agence de santé publique du Canada. Notre mandat, c'est de soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts de promotion de politique publique favorable à la santé au centre ici. Donc, j'ai déjà parlé de notre centre. On décline nos champs d'expertise en 4 champs particuliers que vous pouvez lire. Si vous avez des questions sur ça, on pourra revenir là-dessus. Mais en gros, ça se résume à ça. Donc, notre public principal, ce sont les acteurs de santé publique qui sont situés et qui travaillent au niveau local et régional. Donc, les interventions qu'on va couvrir aujourd'hui se situent dans ce registre-là. Donc, bien évidemment, c'est moi le conférencier, mais on doit quand même remercier Marianne Jacques qui a organisé le webinaire, notamment qui l'a informé de la tenue du webinaire, qui a suscité la participation. Il y a les Erico aussi, qui est aussi bien technique à l'Institut, qu'on remercie amplement aussi. Puisque il y a des crédits de formation qui sont possibles pour les personnes qui sont médecins, on doit faire une déclaration d'absence de conflit d'intérêt, donc c'est fait. Marianne a évoqué l'idée que vous recevriez un courriel après, donc il va vous envoyer des liens vers l'évaluation et les crédits de formation. Donc, ça sera disponible dans un courriel que vous allez recevoir très peu de temps après la conférence d'aujourd'hui. Donc, pour en venir un peu au sujet du jour, les interventions de traversées d'agglomération qu'on va couvrir aujourd'hui en webinaire, ça fait partie d'une série de travaux en fait qu'on a réalisé dans les dernières années sur l'organisation et l'aménagement des voies publiques, des réseaux de circulation en particulier. Donc, on se situe depuis plusieurs années dans ce champ-là parce qu'il y avait un déficit à ce niveau-là au niveau de la santé publique. Donc, il y a beaucoup d'autres, évidemment, partenaires qui travaillent sur ces réseaux-là, puis sur l'aménagement, en particulier sur l'organisation, sur l'aménagement des réseaux et des rues. En même temps, en santé publique, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était spécialisé sur ça. Et donc, on en a décidé d'en faire un créneau de travail. Puis la présentation d'aujourd'hui, plus particulièrement, est faite dans la foulée d'une note documentaire qui a été publiée en mars 2015. Donc, je pense que vous pourrez la télécharger si la présentation vous intéresse. Mais de toute façon, donc la présentation se fait dans la foulée d'eux, mais ce n'est pas une répétition mot à mot de ce qui a été présenté dans la note, parce que, bon, c'est 2 formats différents. Donc, évidemment, quand on travaille sur ces questions-là, on ne veut
pas prétendre qu'on est les premiers à travailler sur les interventions de traversée d'agglomération au Québec ni au Canada. Notre public cible est au Canada, généralement. Donc, en particulier au Québec, il faut noter le travail du ministère des Transports du Québec qui a publié plusieurs documents, soit directement, des documents de sensibilisation, d'information sur les interventions d'agglomération ou d'autres partenaires du MTQ, comme la Fondation Rue Principale, qui a aussi publié des fiches d'information, différents guides d'orientation sur ces questions-là. Vous trouvez des références, en fait, dans la note documentaire. Vous trouvez à peu près toutes les publications qui ont été effectuées au Québec. C'est un peu moins vrai ailleurs au Canada, mais puisqu'on n'a pas vraiment de personnes qui proviennent de l'extérieur du Canada pour cette présentation-ci, de l'extérieur du Québec, pardon, pour la présentation d'aujourd'hui qui est en français, eh bien, je vais un peu passer sur cet aspect-là. Donc, malgré qu'il y ait plusieurs personnes et plusieurs organisations qui ont déjà travaillé sur ces fiches-là, ou sur ces questions-là, le public cible, en fait, notre public cible est assez peu familier en général avec les interventions. Donc, ça me semblait quand même une bonne idée de faire un peu de travail pour les acteurs de santé publique qui sont notre public cible premier, mais aussi pour l'ensemble des autres qui ne sont pas du domaine de la santé publique à proprement parler. Il y avait quand même quelques évaluations qui existent. Il y a quand même quelques évaluations qui existaient qui ne semblaient pas avoir été synthétisées. Donc, on n'a pas trouvé de synthèse de la littérature évaluative. Ça nous semblait intéressant d'en faire bénéficier à la fois les acteurs de la santé publique et les autres plus généralement. Donc, avant de passer à la suite de la présentation, j'avais quelques questions, deux questions à vous poser pour voir un peu, pour essayer d'orienter un peu l'accent qui va être mis aujourd'hui sur différentes parties du travail. Donc, la première question, je voulais vérifier un peu votre niveau de familiarité avec les interventions de traversée d'agglomération. D'accord, je pense qu'on peut passer à la deuxième question. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas très familiers, donc je vais essayer de mettre un accent quand même assez important sur la description des interventions de traversée d'agglomération. C'est ce qu'on soupçonnait un peu quand même au départ, là, donc j'ai préparé la conférence en fonction de ça. La deuxième, c'est une question par rapport à un lien qui vous a été envoyé vers une vidéo. Donc on voulait savoir si vous aviez eu le temps de la visionner. Quand même, bon. Quand même, beaucoup de gens ont réussi à le faire. Merci. Puis, donc, j'ai essayé d'en tenir compte un peu aussi dans la présentation. Il y a beaucoup de références à l'exemple du canton de Berne, puis en particulier de la ville de Kennis qui vont être se retrouver. Donc, merci des réponses. On va donc, avec le plan de la présentation. On va essayer de organiser la présentation en trois grands plans, trois grands pans plutôt. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir ce que c'est que les interventions d'agglomération, qu'est-ce que c'est en fait, puis pourquoi est-ce qu'on veut faire des interventions de traversée d'agglomération. Dans un deuxième temps, on va essayer de découvrir les résultats d'évaluation. Soit dit en passant, le premier point est assez important pour comprendre les résultats d'évaluation. Donc, bien entendu, on veut informer les acteurs de santé publique sur ce que c'est qu'une intervention de traversée d'agglomération, mais couvrir ça, ça permet aussi de comprendre un peu plus tard là, les résultats d'évaluation, parce que vous allez voir qu'il y a quand même une diversité dans les interventions. Puis donc, en troisième lieu, ce qu'on s'adresse à des acteurs de santé publique qui ne sont pas nécessairement très familiers avec ces interventions-là, ni qui sont très impliqués a priori dans les processus. On veut essayer de voir quelques implications pour la pratique de santé publique des résultats d'évaluation qui ont été couverts. Donc, les interventions de traversée d'agglomération, dans le nom intervention de traversée d'agglomération, il y a traversée d'agglomération. La traversée d'agglomération, ça désigne en fait une voie publique qui a une double fonction, qui est généralement située au centre des petites municipalités, des villages, donc qui est située en particulier dans le périmètre d'urbanisation. Donc, le concept de traversée d'agglomération désigne la voie publique qui sert à la fois de rue principale pour une petite municipalité, mais aussi de routes de transit assez importantes, là, qui est souvent sous le contrôle des ministères provinciaux au Canada, mais il y a quand même quelques cas en Ontario là, où ils sont sous le contrôle des municipalités régionales, comme vous pourrez le voir dans la fiche d'information. Donc,
pourquoi est-ce qu'on veut intervenir sur ces voies publiques-là? C'est principalement parce qu'ils en sont venus au fil des décennies à prendre de plus en plus de place au cœur des villages. Puis ça a généré quand même un certain nombre de problèmes. Donc à la fois par la surface que couvre la voie publique, puis aussi les volumes puis les vitesses de circulation qui circulent sur ces surfaces-là, bien, on a quand même créé des dynamiques qui parfois sont remises en question, puis on veut revisiter. L'aménagement de ces voies-là pour répondre à la circulation motorisée, donc le camionnage, mais aussi la circulation des voitures, c'est quand même pas fait dans un vacuum. Donc, je vais peut-être leur situer un peu dans un contexte plus global. Ce pas des gens qui ont décidé dans un vacuum d'intervenir, puis d'élargir les voies, puis de favoriser la circulation de transit. Ça participe de dynamiques assez complexes qui se renforcent l'une l'autre. Donc, la motorisation à laquelle ça répond, ces aménagements-là, ce qu'on veut peut-être corriger dans certains cas aujourd'hui, ça répond à une expansion de la population. Donc, évidemment, nos territoires sont de plus en plus occupés. On est passé de 2 ou 3 millions de personnes dans les années 30 ou 40 au Québec à 8 ou pas loin de 9 millions. Je pense qu'on se dirige vers 9 millions bientôt au Québec. Donc, il y a une explosion du nombre de personnes qui vivent sur le territoire, combinée avec une hausse du nombre de véhicules qui sont possédés par les personnes. Bien, ça crée une augmentation des flux de véhicules. Il y a aussi que dans la dynamique d'expansion, il y a une expansion territoriale dans la mesure où, ce que je veux dire par là, c'est que les villages ne sont plus aussi concentrés qu'ils l'étaient avant. L'accessibilité de la voiture a permis de favoriser l'expansion de l'occupation territoriale. Donc, les personnes, les commerces se sont situés de plus en plus loin des anciens cœurs villageois. Puis ça a fait augmenter le kilométrage qui est parcouru aussi à chaque année. Donc, je ne peux pas faire le tour complètement de la question. Là, évidemment, c'est assez court comme introduction. Mais aussi, donc, ces développements-là ont été tributaires de l'accès, ces développements de la production pétrolière, bien évidemment, avec nos moteurs à explosion, à combustion plutôt. Puis, donc, l'expansion économique qui en est venue. Donc, l'accès à ces formes d'énergie qui étaient très pratiques et qui restent très pratiques, a permis la motorisation, a permis la hausse du niveau de vie, la hausse des revenus individuels et des ménages. Puis donc, ça a permis globalement d'acheter plus de voitures. Donc, ça a permis aussi l'expansion, évidemment, du camionnage, puis le parcours de plus en plus long des biens. Donc, par exemple, on estime généralement que des aliments qui arrivent dans nos assiettes aujourd'hui parcourent entre 3 et 4 000 km. Donc, vous voyez que la motorisation a permis plein de choses, mais elle permet d'expliquer aussi la hausse des kilomètres parcourus puis des volumes. Puis, donc, l'aménagement des voies publiques dans les cœurs villageois comme dans les grandes villes répondait un peu à cette partie-là en même temps qu'elle participait de la dynamique. Donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'on revoit tout ça aujourd'hui. Donc, il y a des éléments dans ça qui sont un peu remis en question. Donc, évidemment, la motorisation a amené pas mal de bénéfices. Si on pense en termes de santé publique, on peut facilement penser que la motorisation a facilité l'accès des populations rurales à l'éducation. Ça a favorisé l'accès des populations rurales aussi aux services de santé. Ça a permis aussi l'accès à des aliments diversifiés, donc une nourriture plus abondante. Si on parle en termes de commerce, par exemple, les agriculteurs qui avaient des pratiques de subsistance, on parlait d'agriculture de subsistance jusqu'à assez longtemps là, dans l'histoire du Québec. Avec le développement de la motorisation, ça a permis l'accès à des nouveaux marchés, puis donc une hausse du revenu des agriculteurs. En même temps, en santé publique, malgré ces bénéfices-là, ça a quand même amené son lot de problèmes. Et comme j'aime le dire souvent, ça a amené aussi son lot d'emplois en santé publique parce que la motorisation, puis la hausse des vitesses de circulation aussi, a permis fait apparaître aussi certains incidents, des traumatismes, donc des traumatismes assez sérieux qui peuvent aller jusqu'au décès, mais qui ne sont souvent pas nécessairement restreints au décès. Donc, on a souvent des blessures légères, des blessures sérieuses qui sont des préoccupations assez majeures en santé publique. On a aussi, du côté des impacts non souhaitables, on a une marginalisation quand même des déplacements actifs dans les espaces. Donc, la hausse des volumes, la hausse des vitesses a
fait en sorte que l'aménagement a été dirigé vers les voitures et les camions, mais donc ça a créé un certain niveau d'insécurité pour les transports actifs, puis l'allongement des distances aussi parcourues, puis la distance de résidence par rapport au service fait en sorte que aussi on se déplace de moins en moins en transport actif. Puis juste noter un dernier exemple d'impact sur la santé publique, c'est la question du bruit. C'est de plus en plus une préoccupation en santé publique. Il y a de plus en plus de travaux, en particulier vous avez vu des travaux être produits à l'Institut national de la santé publique dans les dernières années sur la question du bruit, mais aussi vous en avez vu dans des régions particulières, comme la Direction de santé publique de Montréal. Donc le bruit a des ramifications nombreuses sur la santé publique, notamment sur la perturbation du sommeil, sur les relations sociales. Évidemment, le bruit, c'est un des éléments qui fait en sorte que la perception de sécurité dans les rues n'est pas nécessairement optimale. Donc, ça peut nuire à la perception de sécurité pour le transport actif. Donc, il y a beaucoup de ramifications sur la santé publique du bruit. Puis, le bruit routier est quand même un des facteurs principaux dans le bruit au Québec. Donc, historiquement, la première réponse face à ces problèmes-là, qui sont, soit dit en passant, peut-être mis à part le bruit, là, qui sont assez bien intégrés dans les pratiques, donc en termes de sécurité, puis en termes de sécurité routière plus généralement. Donc, on a quand même pris en considération ces effets-là, de la croissance de la motorisation, puis de l'aménagement des rues principales en traversée d'agglomération. La première réponse, historiquement, ça a été d'essayer de contourner les agglomérations par l'aménagement de la planification et l'aménagement de voies de contournement. Donc, des voies de contournement, le principe est assez simple. On essaie de contourner les cœurs villageois en construisant des voies publiques, des voies de circulation qui vont contourner les cœurs les plus habités. Donc, des fois, on essaie de s'éloigner le plus possible des zones habitées. Parfois, on passe un petit peu plus proche. Donc, vous voyez une variété de tracés ici qui ont été envisagés dans un village, à propos d'un village en Angleterre. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc, l'idée était, parce qu'on en planifie encore, puis on en réalise encore des voies de contournement, et d'éloigner le plus possible les voitures, puis les véhicules qui sont des camions, des centres villageois pour éviter les nuisances dont on vient de parler. Mais ces interventions-là de voies de contournement ne sont pas toujours possibles, ni souhaitées d'ailleurs. Pas toujours possibles parce qu'au niveau financier, c'est quand même assez coûteux d'intervenir comme ça. Donc, la construction de nouvelles voies de circulation est une contrainte financière assez importante. On pense souvent juste aux coûts de construction, mais les coûts d'exploitation, d'entretien de ces nouvelles infrastructures-là sont assez importants. Donc, c'est une raison assez importante pour laquelle on revient puis on réduit graduellement ce type d'intervention-là. Mais aussi, en termes d'aménagement, les voies de contournement, dans certains cas, contribuent aux dynamiques que j'ai décrites un peu plus avant. C'est-à-dire que les voies de contournement permettent, par exemple, à des commerces d'aller s'installer le long des voies de contournement. Ça permet aux commerces qui s'installent le long des voies en question d'avoir plus de terrain, souvent d'avoir des valeurs foncières plus basses, d'avoir des accès, des espaces plus grands pour avoir du stationnement. Et donc, avec ces voies de contournement-là, il est arrivé que les dynamiques urbaines qu'on voulait corriger, qui contribuaient aux problèmes qu'on voulait régler, se reproduisent et même s'accentuent dans certains cas. Donc, pour toutes ces raisons-là, puis pour d'autres, on n'a pas nécessairement toujours ça comme option de créer des voies de contournement. Et devant ça, dans cette foulée-là, et c'est quand même un élément de contexte important pour comprendre pourquoi on en arrivait à développer des traversées d'agglomération. Donc, au lieu de créer des voies de contournement, il y a des juridictions qui ont commencé, notamment au Québec, à faire des interventions sur les voies existantes. Donc, au lieu de se dire qu'on va construire des nouvelles voies, on va essayer de transformer les routes qui posent certains problèmes. Puis, donc, par exemple, ici, vous avez, c'est l'exemple de Kennis en Suisse. Donc, vous avez vu pour certains la vidéo qui vous a été suggérée. C'est cette rue-là. Donc, vous voyez l'aspect avant à gauche, donc où on avait 3 voies de circulation. Dans ce cas-là, on a
retirer une voie de circulation. On a installé une bande au centre qui sert à la fois pour les tournants à gauche pour les voitures, donc ça permet de maintenir une certaine fluidité de la circulation et une certaine capacité à la rue, mais en même temps, ça sert aussi de bande de refuge pour les piétons. Donc, ils peuvent s'installer là pour soit laisser passer le trafic ou donc traverser la rue quand ils le peuvent. Donc, une des idées de ça, c'est de donner un peu plus de place au transport actif. Puis vous le voyez aussi sur cette photo-là, c'est la même rue qui a été transformée. Donc, on a retiré la voie. D'une autre perspective, là, on voit que une des ambitions de cette intervention-là, c'est de permettre aux personnes de traverser plus facilement la voie. Dans ce cas-là, c'est un cas un peu particulier, j'y reviens. Donc, on a créé une zone 30 en zone centrale de l'agglomération, puis on a permis aux piétons, on a retiré les traverses piétonnes, puis on a permis aux piétons de traverser un peu partout. Donc, je ne veux quand même pas vous laisser penser que c'est une intervention fréquente. C'est pas quelque chose qui risque d'arriver dans beaucoup de cas au Québec bientôt, ni ailleurs au Canada d'ailleurs. C'est quand même la question de l'intervention qui a eu lieu à Cunis. C'est quand même une intervention particulièrement intense. C'est assez exceptionnel comme intervention. Il y a un cas où au Québec, on a réduit la vitesse de circulation à 30 km/h. C'est à Saint-Irénée, sur une partie de la traverse de l'agglomération. Saint-Irénée, dans la région de Charlevoix. Donc, je veux juste là vous amener sur le terrain ou vous faire réaliser que les interventions de traversée de l'agglomération ne sont pas toutes faites du même moule. Donc, il y a différentes ambitions et différentes cibles qui sont visées. Notamment, je pense qu'une des choses qui les distingue le plus, c'est la réduction de la vitesse. Donc, la réduction de la vitesse ou la modération de la vitesse est un des éléments clés d'action pour les interventions de traversée d'agglomération. Mais là où on a des réductions de 30 km/h, c'est assez restreint. Je pense qu'il est assez juste de dire que la plupart des interventions sont plus légères et visent plutôt à ramener les vitesses pratiquées vers une vitesse affichée d'environ 50 km/h. Donc, l'ambition, il y a des cas de figure là, qui n'entreraient pas dans ça. Par exemple, dans les évaluations que vous pourriez voir ou que vous avez vu dans les tableaux, dans la note des documentaires, vous avez vu des cas où on est passé de 90 à 60 km/h, des cas où on est passé de 50 à 40 km/h. Mais disons que la plupart des interventions là, se situent autour d'une modération de la circulation, la vitesse de circulation des véhicules motorisés vers 50 km/h. Donc, mais ils ne sont pas toutes assez ambitieuses donc, que la traversée d'agglomération à Cunis. Il y a quand même des choses qui sont communes à toutes les interventions de traversée d'agglomération, ou à peu près toutes. À peu près toutes les interventions donc comportent des interventions, des mesures de transition ou des dispositifs de transition, c'est-à-dire qu'on va installer différentes mesures en entrée ou en sortie d'agglomération, donc au point où la route, dans notre cas provincial, devient une rue aussi qui fait partie de la municipalité. On va installer des dispositifs ralentisseurs. Ça prend différentes formes. Il y a par exemple, des rainures qui ont été utilisées au Québec. Si vous promenez un peu dans la Naudière, j'en ai vu l'hiver passé à Val-Saint-Côme, dans la région de Val-Saint-Côme. Donc, en entrée d'agglomération, on a installé des dispositifs là, qui dévient un peu la circulation en entrée pour marquer l'entrée justement dans l'agglomération, pour signaler au conducteur qui doit ralentir, qui entre dans un milieu différent. Donc, il y a aussi d'autres dispositifs. À Saint-Irénée, le cas que j'évoquais un peu plus tôt dans la région de Charlevoix, on a utilisé un giratoire. C'est un cas assez fréquent en Europe, un peu moins peut-être au Canada et au Québec, quoique de plus en plus on emploie les carrefours giratoires. Dans le cas des interventions légères, voilà, merci. Donc, dans le cas des interventions légères, c'est souvent ce qu'on pourrait qualifier de légère. Donc, les dispositifs de transition sont souvent les seuls dispositifs qui vont être employés. Donc, là, je vais continuer à essayer de distinguer un peu. Mais donc, alors que dans le cas des interventions légères, c'est les seuls qui sont employés. Dans les interventions moyennes et intenses, on va combiner ça à d'autres mesures pour gérer la vitesse, faire plus de place à d'autres choses. Donc, par exemple, dans le cas de Cunis, il y a eu des mesures, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'il y avait des mesures préférentielles pour le transport collectif.
on donne la priorité aux autobus qui veulent circuler, ce qui est assez particulier à l'Europe quand même. Je pense pas qu'on risque de retrouver ça beaucoup au Québec parce que nos systèmes de transport collectif sont beaucoup plus faibles. En transport actif, donc, vous avez vu comme mesure préférentielle, j'ai évoqué le retrait des traverses piétonnes, la possibilité pour les gens de traverser un peu partout. Donc, c'est une autre des mesures préférentielles qui peut être installée ailleurs, qui a été installée à Cunez. Puis à Cunez en particulier, là, on a eu plusieurs outils de gestion de la demande. Vous avez vu, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'il y a des feux de gestion, des feux de signalisation qui ont été installés en entrée pour gérer les flux de circulation au centre de l'agglomération. Donc, ça a été fait pour réduire le nombre de véhicules qui passaient à travers la ville. C'est encore pas quelque chose qu'on devrait retrouver très, très souvent au Québec ou au Canada en général. Il y a même d'autres outils de gestion de la demande là, qui ont été mis en place avec UNIS. Encore une fois, si vous avez vu la vidéo, on a prévu en matière d'urbanisme une densification des quartiers centraux de la petite ville. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore, on n'est peut-être pas encore rendu là en Amérique du Nord. Donc, c'est assez spécifique à l'Europe. Mais bon, voilà, juste pour caractériser un peu l'intensité de l'intervention. Je voulais faire ça. Dans les interventions moyennes, des choses qui pourraient peut-être un petit peu plus se retrouver en Amérique du Nord, on peut retrouver des cas où on a réduit des largeurs de voies et on pourrait penser à l'installation d'îlots centraux. On pourrait penser à l'installation d'îlots centraux qui servira aussi de dispositifs de protection pour les piétons. Donc, je voulais vous présenter ça parce que je pense que, d'abord, pour les acteurs scientifiques qui ne sont pas trop familiers avec ces interventions-là, il fallait le faire, mais aussi parce que ça va nous permettre un peu plus de comprendre les résultats d'évaluation, parce que vous allez voir qu'il y a certaines variations dans les interventions, dans les évaluations qui vont être mises de l'avant, dans ce que je vais présenter, dans ce qui suit. Mais avant de passer au reste, je vais vous présenter quelques exemples de dispositifs qui ont été mis en place. Là, je parlais d'un carrefour giratoire que vous voyez sur la photo de gauche qui peut être utilisé en entrée d'agglomération. À droite, c'est un dispositif de déhanchement là, que pourrait appeler, qui force les conducteurs à circuler dans la même voie dans les deux sens. Donc, ça force les gens à ralentir quand même assez fortement. C'est pas un dispositif qu'on voit souvent ici au Canada, mais quand même. Puis, donc, ça, c'était pour les dispositifs de transition. Mais donc, dans les cas d'agglomération, on peut penser à l'installation de traverses piétonnes. À gauche, c'est une photo que vous voyez en Suisse. Un dispositif en centre de rue là, qui est constitué en îlot protecteur, ce que vous voyez à droite. Puis, vous voyez que le passage piéton est protégé. Donc, le piéton peut s'arrêter dans le milieu pour laisser passer le trafic, pour laisser passer les piétons. Donc, juste des petits exemples d'aménagement qui peuvent être employés, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une variété de mesures qui peuvent être employées dans les différentes interventions. Donc, avant de passer au reste, je pense que je vous laisserai peut-être poser des questions ou faire des commentaires. Je vois que M. McKay a déjà quand même produit quelques interventions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions? J'essaie de lire ce que M. McKay a. Est-ce que je peux? Ah, parfait. Merci, M. Trépanier. Je vais vous demander à la fin, d'ailleurs, si vous avez des exemples inspirants, si vous voulez nous envoyer des photos, des choses comme ça. Parfois, on utilise Twitter pour faire circuler des informations. C'est intéressant parce que c'est quand même assez difficile pour nous de nous déplacer à travers le Québec et le Canada pour donner des exemples. Mais si vous voulez nous en envoyer, si c'est opportun, on pourrait les faire circuler avec notre fameux fil Twitter. Est-ce qu'en ce moment, il y a des projets en cours de construction? Je pense que
les gens du ministère des Transports seraient plus en mesure que moi de répondre à ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont ici. Je sais qu'il y a quand même des projets qui s'élaborent constamment un peu partout, là, mais puis récemment, je pense qu'il y a eu une vingtaine d'interventions dans les dernières années sur les réseaux outils du MTQ, là, de différents ordres, que ce soit des interventions plus légères ou d'ordre moyen même. Mais au-delà de ça, moi personnellement, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se fait. Il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Je vais attendre un peu avant de continuer. Bon, ok, je vais enchaîner parce que le temps file un peu. Je pourrais en parler toute l'après-midi, donc il faut que je me retienne. Donc, on va essayer Donc, on va revenir sur les questions qui sont posées. Je suis un peu distrait par ce qui est posé en même temps. Je vais essayer de ne pas me laisser distraire. Donc, on va passer aux résultats d'évaluation. Juste quelques notes pour votre considération avant qu'on passe à travers les résultats. Donc, la diversité d'intervention est importante à garder en tête quand on va penser ou quand on va apprécier les résultats d'évaluation. Donc, je vous enjoins à le faire. Les limites méthodologiques, évidemment, bon, il y a plusieurs enjeux méthodologiques là, donc qui ont été couverts dans la note d'information. Je vais simplement noter qu'il y a quand même le nombre d'études est relativement faible. Je ne me rappelle plus du nombre exact, mais ça doit tourner entre 10 et 15, là, si on compte toutes les évaluations qui ont été incluses dans notre documentaire. Mais ceci dit, il y a quand même d'autres choses à considérer que le nombre d'études. Il y a, par exemple, l'absence, souvent dans les évaluations, de comparaison entre un site qui est étudié et un autre. Là. Donc, on a souvent des comparaisons avant et après, mais il y a peu de sites contrôle qui sont établis. Donc, c'est généralement quelque chose qui est recherché dans les évaluations, qu'on ait des sites contrôle. Mais par ailleurs, bon, il y a quand même certaines forces à ces évaluations-là. Elles sont notées dans le note documentaire. Je vous invite à les consulter. Ce qu'on peut dire aussi, disons, en support des résultats qui vont être présentés, c'est si on pense à d'autres publications qu'on a faites, par exemple sur les régimes routiers ou notre synthèse sur les mesures d'apaisement de la circulation que mon collègue Olivier Bellefleur a mené. Donc, on peut penser qu'il y a quand même une certaine congruence là. Donc, comme les interventions de d'agglomération sont caractérisées souvent principalement par des efforts de gestion de la vitesse, d'autres efforts de gestion de la vitesse ont donné des résultats assez congruents avec ceux qui vont être couverts après. Donc, ça renforce un peu la logique de l'intervention. Donc, je vais présenter un peu en rafale les déterminants de la santé, mais pas uniquement qui ont été répertoriés. Donc, on ne se limite pas aux déterminants de la santé parce qu'évidemment, même si on parle principalement aux gens en santé publique, ils vont avoir à discuter avec d'autres intervenants, des ingénieurs, des planificateurs urbains, des aménagistes qui ont d'autres préoccupations aussi, puis qui ont d'autres mandats, d'autres objectifs dans les interventions. Donc, on déborde, on a tout pris les résultats d'évaluation pour les résumer, pour les synthétiser. Donc, une des premières aspects qui est évidemment travaillé, c'est celui de la vitesse, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un aspect central des interventions de traversée d'agglomération. À ce titre-là, il y a deux indicateurs que j'ai répertoriés aussi, mais il y en a un autre, là, je vais vous dire d'emblée que je n'ai pas noté ici vitesse moyenne, mais c'est aussi un indicateur qu'on retrouve dans les évaluations. Le V85, c'est la vitesse à laquelle ou sous laquelle 85% des véhicules circulent. Autrement dit, il y a 15% des véhicules qui circulent au-delà de la vitesse V85 qui est identifiée. Donc, variation de vitesse, on mesure souvent les écarts de vitesse en agglomération parce que c'est un objectif, c'est un déterminant à la fois des collisions, c'est un déterminant aussi du bruit, c'est un déterminant de la qualité de l'air, de l'utilisation d'énergie. Donc, la variation de vitesse, c'est un client. On cherche à vérifier si les interventions ne produisent pas des variations de vitesse plus grandes qui l'ont été. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire généralement
des interventions, c'est que toutes les évaluations qui ont été couvertes montrent une réduction de la vitesse. Donc, l'amplitude de ces réductions-là est variable en fonction, si on lit les évaluations correctement, probablement en fonction de l'intensité des interventions. Donc, les réductions de vitesse et les variations de vitesse aussi ont été mesurées. Dans les 3 ou 4 cas où on a vérifié les variations de vitesse, les interventions avaient été un succès à cette mesure-là. Donc, on n'avait pas amplifié les variations de vitesse par les interventions. Une autre dimension qui est souvent évaluée, c'est celle de la fluidité. En transport, c'est une notion importante dans la mesure où la fluidité renvoie à l'écoulement des véhicules motorisés. C'est peu fréquent qu'on travaille sur la fluidité des vélos ou des piétons, quoiqu'il y ait quand même certaines initiatives qui existent, mais en traversée d'agglomération, le seul cas qui fait ça dans l'évaluation, c'est celui de Koenigs. Donc, on va regarder, par exemple, les temps de traverse dans le cas de Koenigs. Je pense qu'on l'a peut-être fait dans une évaluation au Danemark. La mémoire m'échappe un peu maintenant, mais bon, en termes de fluidité, on a plusieurs indicateurs spécifiques pour mesurer la fluidité. Un de ceux-là, c'est le temps de parcours. Le temps de parcours, ça renvoie au temps qui est nécessaire à un véhicule pour parcourir une distance donnée. Donc, en l'occurrence, soit la traversée d'agglomération au complet ou une section d'une traversée. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu normal puisqu'on réussit à réduire les vitesses. Fort généralement, à une exception près, puis j'y viens, à une exception près, on a augmenté les temps de parcours. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est recherché dans la plupart des cas, mais bon, c'est un effet puisqu'on ralentit les véhicules, donc souvent le temps de parcours va augmenter. Comme je vous l'ai dit, il y avait une exception, puis l'exception c'est Koenigs. Il faut savoir qu'à Koenigs, il y avait quand même un problème de congestion ou de niveau de service avant l'intervention. Puis, dans ce cas-là, l'intervention, en fait, a réduit le temps de parcours. Les chercheurs qui ont examiné la question ont conclu que c'était après le retrait des traverses piétonnes. Donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que le temps de parcours avait été réduit, puis se sont dit que cet effet-là de retirer puis de permettre aux piétons de traverser un peu partout avait eu cet effet-là de fluidifier un peu la circulation, de réduire le temps de parcours. Un deuxième indicateur de fluidité qu'on utilise, c'est celui de niveau de service. C'est un peu en langage courant, on parle souvent de congestion, mais le langage technique parle de niveau de service. Le niveau de service renvoie au délai qui est encouru par un véhicule ou un ensemble de véhicules sur un parcours donné. Donc, c'est souvent apprécié sur une échelle de mesure qui va, par exemple, de A à F. Puis à A, bon, on aurait un niveau de circulation optimal. À F, un niveau vraiment dégradé. Donc, on ne cherche pas par les interventions de traversée d'agglomération à dégrader le niveau de service. Puis les évaluations qui ont été faites à ce niveau-là, celles qui ont examiné la question du niveau de service ont constaté qu'on ne l'avait pas fait. Donc, on n'a pas réduit, ou on n'a pas réduit le niveau de service, on n'a pas augmenté la congestion dans les évaluations qu'on a pu vérifier. Un autre des aspects importants, des dimensions importantes qui est travaillée dans les évaluations, c'est celle des volumes de circulation motorisée, souvent. Puis un indicateur particulier, c'est celui des débits journaliers moyens annuels. DJMA, bien connu comme ça, renvoie à la moyenne des véhicules qui circulent sur un tronçon de voie sur une moyenne annuelle, sur une base annuelle. Donc, on fait une moyenne de différentes prises de mesures à travers une année, puis on en arrive à avoir un débit donné pour une journée type. Donc, c'est un indicateur qui est fréquemment utilisé. Puis à ce niveau-là, ben, on ne cherche pas on ne cherche souvent pas par les traversées d'agglomération à réduire les débits journaliers moyens annuels. Donc, c'est souvent pas un outil de gestion de la demande. Mis à part, encore une fois, comme j'ai mentionné, l'exception de Koenigs, là, on avait un objectif de gestion de la demande parce que le centre était congestionné, puis ça nuisait à l'accessibilité au commerce, puis toutes sortes d'autres raisons. Donc, on avait quand même un objectif de réduction du débit, puis effectivement, on l'a réduit.
Donc, je continue avec les dimensions qui ont été couvertes dans les évaluations. En matière de sécurité routière, on a plusieurs indicateurs qui sont retenus. Donc, il y a bien entendu les collisions. Puis souvent, on va distinguer les collisions matérielles ou les collisions avec blessures. Un deuxième indicateur qu'on va souvent intégrer en santé publique, c'est celui de la gravité des traumatismes. Donc, non seulement le nombre de collisions, donc l'incidence des collisions, l'incidence des collisions avec des blessures ou des traumatismes, mais on va aussi s'intégrer ou s'inquiéter aussi de la gravité des traumatismes. Parce que, bon, des fois, on réussit à réduire la gravité des traumatismes, même si on ne réduit pas nécessairement le nombre de collisions. Donc, on sépare, on fait ces distinctions-là parce que des fois, on peut avoir des résultats intéressants, même s'il n'y a pas effectivement des réductions sur tous les plans. Donc, dans les cas qui ont été évalués, dans la majorité des cas, on a soit réduit ou, en fait, dans la plupart des cas, on a réduit, mais dans certains cas, le bilan a été revu à la baisse quelque peu, mais pas de manière très significative. Donc, ce qu'on peut en retenir, en fait, c'est qu'on on n'a pas dégradé la question de la sécurité routière, même si on ne l'a pas toujours amélioré, on a quand même eu des gains appréciables sur certains plans, dans la plupart des études. Les études montrent une variation d'effets à cet effet-là, donc des gains plus ou moins significatifs. Ça semble, si on lit les interventions, puis si on regarde la description des interventions qui ont été faites, ça semble lié à l'intensité des interventions sur la vitesse. Donc là où on a les gains ou les réductions de vitesse les plus intenses ou les plus prononcées, on a aussi la réduction la plus grande des collisions matérielles ou avec blessure, puis on a aussi la réduction la plus grande de la gravité des traumatismes. C'est associé généralement assez étroitement avec les types d'aménagement qui sont faits. Donc l'intensité est liée au type d'aménagement et aussi liée aux collisions matérielles et avec blessure et à la gravité des traumatismes. Donc, il est généralement accepté, c'est presque un consensus dans la littérature que les aménagements qui sont autres que du marquage et de la signalisation sont les plus efficaces. Puis ça se vérifie dans certaines interventions. Je pense à certaines interventions au Royaume-Uni en particulier qui ont montré des gains plus importants avec des interventions qui comprenaient plus que du marquage et de la signalisation. Donc on montre des gains supplémentaires de 25 de différence. Mais il y a quand même des évaluations que vous voyez, des évaluations en France qui ont montré qu'on pouvait réduire significativement les collisions avec blessure, la gravité des traumatismes et la vitesse avec des simples marquages et de la signalisation. Donc, je pense que ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que oui, dans certains cas, les simples aménagements de signalisation et de marquage, s'ils sont faits d'une certaine façon, peuvent mener à des gains assez appréciables en santé publique. Une des dimensions d'intérêt, comme je vous disais, plutôt en santé publique, c'est le bruit. À cet effet-là, il y a deux types de mesures qui sont employées en particulier. Une sur le bruit ambiant. Le bruit ambiant, c'est le bruit qui est mesuré à distance de la source d'émission. La source d'émission étant, dans le cas du bruit routier, les véhicules qui se déplacent. Et l'autre, c'est les émissions sonores. Les indicateurs qui sont liés aux émissions sonores sont les émissions sonores étant les sources de bruit, étant les bruits qui sont mesurés sur les véhicules. Donc, on va souvent installer des dispositifs pour voir combien de bruit les véhicules émettent. Et donc, quand on parle d'émissions sonores, on parle de ces sources de bruit-là. Il y a plusieurs indicateurs dans ça et il y a des discussions à savoir lesquels sont les mieux, ils devraient être les employés. Par exemple, on peut parler de bruit continu. Sur le bruit ambiant, on va souvent voir en termes de bruit continu, c'est-à-dire un bruit qui serait relativement constant sur une période donnée. Donc, on va, par exemple, mesurer les décibels sur 18 heures ou sur 24 heures. On peut mesurer aussi des pics de bruit. Par exemple, l'indicateur LA max va mesurer les pics de bruit pendant une certaine période de temps. Donc, vous pouvez voir ça en détail dans les évaluations qui sont dans le tableau. Ceci dit, donc, au-delà de toutes ces questions-là, en général, je pense qu'on peut dire, si on lit bien les évaluations, que le bruit ambiant
globalement été réduit dans les évaluations qui ont couvert cette dimension-là, souvent de manière réduite. Par exemple, on parle de gains de 1 décibel dans certains cas, mais aussi dans d'autres cas, on est allé dans des réductions jusqu'à 12,9 décibels, pas loin de 13 décibels. Je pense qu'on dit qu'à chaque 4 ou 5 décibels, la perception du bruit est double. Donc, il y a quand même quelque chose là d'assez important. Donc, il y a des gains variables. Encore là, ils semblent liés aux gains en matière de vitesse puis de variation de vitesse. Il y a quand même un cas particulier qui doit être noté. Par exemple, sur lequel il faut vraiment faire attention. À mon avis, les rainures, il y a des rainures dans l'asphalte ou dans le béton, là, dépendamment des surfaces, qui peuvent être faites en entrée d'agglomération comme mesure de transition. Donc, on avertit à ce moment-là par les rainures que les conducteurs doivent ralentir. À ce moment-là, on a constaté, dans les 3 cas où on a évalué ça a monté de 8 et 9 décibels dans ces 3 cas-là. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut considérer, à moins qu'on soit très, très loin des habitations. Je pense que 8 ou 9 décibels, c'est quelque chose d'assez significatif. Il faut quand même y repenser très bien avant de vouloir installer ce type de dispositif-là. La perception du bruit et des tests pratiqués, c'est une dimension subjective qui a été appréciée, est importante en santé publique pour plusieurs raisons, parce qu'en politique, bon, on sait que la perception est importante, la perception des choses est importante pour l'adhésion aux mesures, puis aux interventions, mais en santé publique, la perception du bruit subjective du bruit est associée à des états de santé. Donc, évidemment, il y a la mesure du bruit objectif, mais on sait d'après une certaine littérature que le rapport au bruit, donc même objectivement mesuré, est aussi important. Donc, dans ces cas-là, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir des évaluations, c'est que la perception du bruit et des tests pratiqués, même si les résultats sont globalement positifs, il ne faut peut-être pas s'attendre à des très grands, une très grande satisfaction d'après les sondages ou les évaluations qui ont été faites. Parce que la plupart des évaluations, sondages qui ont été faits auprès des gens après les interventions montrent que les perceptions sont mitigées. Même dans certains cas, on voit que les gens perçoivent une hausse du bruit, alors que c'est peut-être le contraire en termes de mesures objectives. Dans les cas où on est arrivé vraiment à des dégradations importantes, les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi c'était le cas. Ils ont noté un cas particulier. Dans le cas d'une collectivité, il y avait beaucoup de gens qui avaient milité pour avoir une voie de contournement, alors que l'intervention a plutôt fini par être une traversée d'agglomération. Donc, les chercheurs expliquaient un peu les réponses des sondés par cette déception-là, ces attentes-là déçues qui ont eu lieu. Il y a aussi la question de mesures spécifiques. En Europe, c'est beaucoup moins fréquent en Amérique du Nord. Je ne connais pas beaucoup de cas, en fait, de coussins berlinois. C'est en fait des dos d'âne allongés qui sont réduits pour laisser passer les véhicules larges, là, donc les véhicules comme les véhicules de pompiers, les autobus, les camions, techniquement devraient pouvoir passer au-dessus des coussins berlinois sans ralentir ou sans trop ralentir. Et dans certains cas, les camions semblent avoir accroché, les véhicules larges, on semble avoir accroché les coussins berlinois assez fréquemment. Puis dans ces cas-là, on s'est aperçu que la perception du bruit avait été négative de la part des personnes résidant dans la collectivité. Une catégorie un peu résiduelle, l'usage et perception des voies et de leur rive. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que le temps file, puis il reste une troisième catégorie à voir. On peut mesurer le temps de traverse des piétons, par exemple, le temps de traverse des voies. On peut aussi vouloir mesurer la circulation en parallèle. Je n'ai pas inscrit aussi l'usage des trottoirs, par exemple, à des fins de socialisation. Il y a quand même certaines évaluations qui le mesurent. Donc, c'est des choses qui sont vérifiées dans les évaluations. En général, les personnes qui ont fait ce genre d'évaluation-là ont constaté une réduction de temps de traverse. Une exception est en fait celui de Koenig, où le temps de traverse a augmenté un peu. Les gens se déclaraient tout de même satisfaits dans ce cas-là. La circulation en parallèle, là, on parle soit des piétons qui marchent sur les trottoirs ou aux abords
voies ou même des vélos qui circulent dans les voies. En général, ça s'est bien passé. Donc, les usages ou les perceptions ont été améliorées. On explique ces résultats favorables-là par une réduction de l'insécurité. Généralement, donc les interventions ont réduit le sentiment d'insécurité, soit des cyclistes ou des piétons. Puis aussi, on explique ça aussi par la convivialité du lieu. Donc, par exemple, des gens qui déclarent que le milieu de vie dans lequel participe la voie publique a été amélioré. Donc, on explique ces résultats-là de manière favorable aussi. J'ai noté quelques divers usages. Évidemment, les traversées d'agglomération servent sous voie de voie principale pour les véhicules d'urgence. Les résultats ont été, dans certains cas, bons, dans certains cas moins bons en termes de véhicules d'urgence. Donc, il faudrait peut-être voir un peu plus en question la note documentaire qui va donner plus de détails là-dessus. J'accélère encore une fois parce qu'il me reste d'autres choses à couvrir. En termes de commerce, dans les évaluations, on voit que quand ça fait partie d'une stratégie de revitalisation des centres, ça réussit dans plusieurs cas. Dans le cas de Cunis, il faut quand même dire qu'il semble que ça s'est fait au détriment des commerces dans les espaces plus périphériques. Donc, évidemment, l'équilibre commercial d'une municipalité, c'est toujours assez fragile. Si on revitalise ou on améliore l'offre commerciale ou la vitalité commerciale à un endroit, le montant financier n'augmente pas nécessairement. Donc, il peut y avoir des phénomènes de transfert. Ça a été détaillé. Donc, avant de passer à la dernière section, j'ouvrirai un peu la question, les questions ou les commentaires. Donc, j'inviterai un peu les gens à réagir. S'il y a des questions ou des commentaires. Donc, on peut continuer peut-être. Ça semble assez tranquille au niveau des commentaires. Donc, la dernière portion, il me reste peut-être un gros 5 minutes, je pense, pour finir ça. Je vais essayer d'aller vite. Là, je m'adresse vraiment plus particulièrement aux gens en santé publique, parce que, bon, c'est notre public cible premier, puis ce qu'on entend, c'est que les gens ne sont pas nécessairement très familiers avec les processus en cours, puis ils ne sont pas souvent impliqués dans ça. Donc, il y a peut-être un premier défi auquel font face les acteurs de santé publique, c'est d'identifier des opportunités pour faire des interventions, si vous jugez ces interventions-là opportunes puis intéressantes pour des gains en santé publique, bien, il faut quand même essayer de repérer un peu où ça peut être intéressant. Il y a plusieurs façons de procéder à cette évaluation-là ou à cette identification-là. Mais en santé publique, bon, évidemment, on part souvent des données épidémiologiques qu'on peut avoir. Puis donc, on peut noter des données sur la sécurité routière, évidemment. Je pense, dans ce cas-là, particulièrement en Montérégie, tout récemment, ils ont produit une cartographie des traumatismes, des collisions, puis il me semble, des traumatismes sur l'ensemble du réseau routier du territoire de la DSP. C'est peut-être des choses qui peuvent servir à identifier des places qui posent particulièrement problème en termes de sécurité routière. Puis peut-être que c'est un exercice qui peut être répliqué, évidemment, dépendamment de la disponibilité des ressources dans d'autres directions de santé publique. Je sais que ça a été fait à Montréal, mais il y a moins de traversées d'agglomération à Montréal. Mais bon, pour le territoire de la Montérégie, ça a déjà été fait. C'est peut-être quelque chose à émuler dans d'autres régions du Québec. Évidemment, il y a d'autres parties intéressées, puis il peut y avoir des revendications déjà faites par des élus, par des maires, par exemple, dans certaines municipalités qui réclament des interventions. Donc, c'est peut-être déjà aussi un point de départ. Si on pense en termes de revendications citoyennes, souvent on peut peut-être voir des revendications dans des journaux qui sont effectués. Il y a peut-être des mouvements communautaires qui se mettent en branle autour des traversées d'agglomération. Donc, pour la santé publique, c'est tous des acteurs importants. Il y a souvent aussi des propositions d'aménagistes qui peuvent être faites. Donc, il y a peut-être un certain scan à faire pour essayer de trouver un peu les possibilités à la fois en termes de santé publique, en termes épidémiologiques, mais aussi en termes de possibilités. Parce que dans des endroits où on a peu de revendications, ça risque d'être un peu difficile à provoquer ou à
collaborer à l'élaboration de solutions. Peut-être qu'un deuxième défi auquel tout le monde va avoir à faire face, c'est de qualifier un peu les opportunités. Hein. Je décris un peu les différents types d'intervention, les différentes intensités d'intervention. D'entrée de jeu, je pense qu'on peut se dire que les interventions très intenses, ça risque d'être assez peu possible à court terme, en tout cas au Québec et au Canada. Mais bon, reste qu'il y a une marge entre simplement faire des interventions en entrée d'agglomération ou en zone de transition, puis en produire aussi dans les centres-villes, dans les centres d'agglomération. Donc, il y a peut-être différentes choses à regarder là. Une des choses qu'on peut prendre en considération, par exemple, c'est peut-être la qualité de la route. Donc, au Québec, on a un système de classification des routes provinciales qui découpe les routes 100 comme étant des axes principaux, les axes 200 en axes secondaires. Donc, il risque d'être plus probable qu'on ait des interventions plus intenses sur les axes 200 que sur les axes 100, même si il n'y a rien d'exclu a priori, mais donc, juste comme première approximation, peut-être qu'on peut d'emblée penser au type de route auquel on a affaire, parce que ces axes-là définissent un peu la priorité qui doit être accordée au volume de circulation puis aux vitesses de circulation. On peut aussi penser aux pratiques régionales. Donc, j'ai évoqué le cas de Val-Saint-Côme, de la région de Charlevoix. Donc, il y a déjà des régions administratives où le ministère des Transports du Québec a mis en branle des pratiques d'intervention. Donc, c'est peut-être déjà une bonne chose à vérifier. Donc, quel type d'intervention ils sont prêts à faire, jusqu'où on peut aller dans le type d'intervention. Donc, ça peut déjà donner une idée. Là. Si on est à Charlevoix, bien, il y a un précédent d'une intervention quand même assez importante. Dans d'autres régions, c'est moins déjà le cas. Donc, il y a peut-être un travail plus de dialogue engagé sur différents impacts sur la santé à ce moment-là. Puis, évidemment, bon, les acteurs de santé publique ne sont pas ceux qui contrôlent tout dans le monde. Puis donc, évidemment, il faut se mode en tant qu'acteur de santé publique dans un mode de collaboration. Bien évidemment, on a des spécificités à amener. Donc, je parlais de données épidémiologiques sur le bruit ou sur la sécurité routière. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait dans le contrôle de la santé publique. En même temps, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont impliqués. Je parlais de rue principale, un peu plus tôt, la Fondation Rue principale, ben, c'est un acteur de la revitalisation des centres-villes qui n'ont pas des préoccupations complètement les mêmes que celles de la santé publique. Puis le ministère des Transports a d'autres encore préoccupations. Donc, entrer dans ce genre de démarche-là va nécessiter un peu de collaboration et de négociation de la part des acteurs de la santé publique. Donc, c'est un peu de tout ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. On arrive pas mal à la fin. J'ouvrirai peut-être le micro, pas vraiment le micro, mais le clavier, des commentaires, des questions, mais bon, il ne reste pas beaucoup de temps. En même temps que je fais ça, je vais quand même vous remercier d'avoir participé. Comme je vous le disais un peu plus tôt, si vous avez des exemples inspirants à partager, si vous voulez nous envoyer des photos pour qu'on les fasse circuler d'interventions qui ont été faites, ça nous intéresse vraiment. On veut voir un peu qu'est-ce qui se passe à travers le Québec. Puis pour nous, c'est un peu difficile d'aller voir un peu partout. Puis évidemment, donc, si ça vous intéresse un petit peu plus, vous pouvez bien évidemment visiter notre site web, mais n'hésitez pas non plus à me contacter. Donc, ceux qui l'ont déjà fait savent que je suis prêt à discuter puis à échanger avec les gens qui veulent le faire à propos d'à peu près n'importe quel sujet qui est lié à l'organisation et l'aménagement des rues et des routes.